Mes amis, Thierry revient nous voir. Merci de venir en 1er mai. On va un tout petit peu modifier la formule, je le prends au dépourvu. On va un peu faire évoluer. Alors, il y a une actualité au Proche-Orient, évidemment en Israël, mais dont exceptionnellement on ne va pas parler parce qu'avec Edouard on a fait un numéro relativement développé, notamment sur l'importation avec l'Université de Columbia, le Sciences Po, etc. En fait, je voulais redire que Thierry fait une lettre hebdomadaire qui est très bien faite. De mon point de vue, je lui ai dit, trop bien faite. Je voulais qu'il nous parle de quelques petits sujets pas vraiment annexes, mais qui, moi, me semblent importants, puisque ces dernières semaines, on n'a pas beaucoup parlé d'Ukraine, ni de conflit en Ukraine, ni d'influence en Ukraine. Et en fait, Thierry connaît aussi très bien ces sujets. Thierry, dans sa lettre hebdomadaire à laquelle vous pouvez vous abonner, elle n'est pas assez chère, elle ne coûte que 150 € par an. Je lui ai dit aussi, il faut qu'il augmente ses prix. Il titre sur une loi qui a été adoptée en Géorgie sur la transparence du financement des partis politiques, qui est un sujet proche de la transparence du financement de la presse, qui est un sujet qui est aussi traité dans un certain nombre de pays européens. Le Parlement européen a bloqué une disposition sur la transparence du financement de la presse. Je voulais qu'il nous parle de ces politiques, puisque on a vu beaucoup de choses sur les ingérences étrangères, notamment la commission sur les ingérences étrangères lancée à l'instigation du Rassemblement national, de Jean-Philippe, son nom va m'échapper, Tanguy, qui a lancé une commission d'enquête sur les ingérences étrangères et qui en fait n'a parlé que des ingérences russes. Et qui a systématiquement occulté les ingérences américaines, qui pourtant étaient évoquées à la fois par François Fillon, interrogé dans le cadre auditionné par cette commission, et ingérences américaines évoquées aussi par Jean-Louis Schaffhauser, qui avait été député européen, l'homme du pré-russe de Marine Le Pen. Et Schaffhauser a parlé des ingérences américaines. Schaffhauser, à l'occasion de cette commission parlementaire, commission de l'Assemblée nationale, avait souligné qu'il avait reçu de l'argent de la CIA pour créer le Forum de la paix qui a financé les révolutions de couleur en Europe centrale, ou en tout cas qui a aidé au développement des révolutions de couleur en Europe centrale. Et au fond, il y a une obsession il y a des ingérences russes. Peut-être que Thierry ne sera pas d'accord avec moi, mais moi je pense que les ingérences russes existent en Europe occidentale, mais on ne parle pas on parle de la paille et pas de la poutre, et la poutre c'est quand même les ingérences américaines. Qu'est-ce que tu peux nous dire sur les affaires géorgiennes, sur les affaires européennes, à la fois sur le financement des campagnes politiques et le financement des médias? D'abord, il faut savoir que après-guerre, la France a été occupée par les États-Unis en réalité, jusqu'à ce que Charles de Gaulle mette les troupes de l'OTAN et des États-Unis à la porte. Ce qu'il a fait après le coup d'État tenté contre lui en 1961 par les généraux d'Alger, avec l'aide des États-Unis contre lui. Donc, l'ingérence des États-Unis et des Britanniques dans la vie politique française a été permanente depuis la libération. En fait, il n'y a jamais eu de vraie libération. On est passé d'une occupation militaire de l'Allemagne nazie à une occupation plus discrète par les anglo-saxons. Il n'y a pas d'armée anglo-saxonne aujourd'hui en France, mais il y a des responsables politiques et médiatiques qui sont directement payés mensuellement par le secrétariat d'État. Et il ne faut pas croire que ce soit quelque chose de secondaire. Il y a certainement des dizaines et dizaines de personnes qui sont payées directement par le département d'État. Alors, je vais te couper. Je vais encore susciter l'ire d'auditeurs qui ne nous arrêtaient pas de les couper. Moi, je peux témoigner du fait que quand j'étais en poste à l'étranger pour le compte de la France, j'ai vu des distributions de chèques français à des journalistes étrangers. Donc, les moyens américains étant d'une autre ampleur, on peut imaginer que chaque mois,
en tout cas régulièrement, l'ambassade américaine verse de l'argent, y compris à des journalistes français, pour raconter des conneries. Absolument. Pas forcément raconter des conneries, mais raconter leur point de vue. Parce que la manière dont on procède aujourd'hui, ça n'est pas en mentant. C'est en occultant ce qui gêne et en laissant entendre quelque chose qui peut-être est faux, peut-être est vrai, mais vous ne saurez pas. C'est différence entre disinformation et misinformation. On ne désinforme pas, on mésinforme. Absolument, absolument. Donc, j'insiste sur le fait qu'il y a des gens qui sont payés, il y a des parlementaires, il y a des ministres, il y a des journalistes qui sont payés directement par le secrétariat d'État. Personnellement, on m'a proposé de rentrer sur cette liste. Alors bon, il y avait des conditions, évidemment, que je n'ai pas rentré. C'était quoi les conditions? Ah, je devais dire publiquement que je m'étais trompé sur le 11 septembre. Voilà. Pourquoi tu as refusé? Pourquoi j'ai refusé? Parce que je ne suis pas un mercenaire, c'est tout. Mais c'était Condoleezza Rice qui avait envoyé quelqu'un pour me rencontrer, pour me dire ça, quoi. À l'époque, elle était secrétaire d'État aux États-Unis, et la personne qu'elle a envoyée était quelqu'un avec un très très lourd pédigré, vraiment. Et c'était au bar du Lutetia avec un ami, qui est une personnalité connue en France. Peut-être un jour on en témoignera. Et on a vu arriver un vieux monsieur. Il a bonjour monsieur, bonjour monsieur. Ils nous connaissaient tous les deux par notre nom. Je peux m'installer avec vous, il s'assoit à notre table. Donc c'était pas un rendez-vous? Ah non, c'était pas du tout un rendez-vous. Préfiguré, si pas du tout, il s'était invité comme ça, et ils nous connaissaient tous les deux. Alors qu'ils en connaissaient un, c'est possible, mais deux, c'était quand même étonnant. Et il commence à parler tout seul. Moi, il me parle de mon grand-père, en disant j'ai bien connu votre grand-père et tout. Qui est ton grand-père? C'était un espion militaire, mon grand-père. Et donc, il a un parcours absolument extraordinaire, hein, où voilà, il a espionné toutes sortes une carrière à l'étranger, dans toutes sortes de pays, il a fait ça. Il a été l'ami de plein de chefs d'État. Bon. Enfin bref, il me parle de mon grand-père et il me dit, mais je l'ai bien connu quand j'étais à Bangui, parce que j'étais ministre de l'Intérieur de l'empereur Bokassa. Déjà, là, je commence à avoir la chair de poule, parce que bon, l'empereur Bokassa, c'était un tyran qui mangeait ses opposants, au sens réel du terme, il était cannibale. Donc, ça ne lui a pas réussi. Non, ça ne lui a pas réussi. Et mon grand-père a effectivement travaillé à Bangui, à un moment donné. Et donc... Mais il faisait quoi à Bangui? Parce que tu vas susciter plein de questions sur... Mais peu importe. Non, mais ça, c'est une mauvaise réponse. Je veux dire, est-ce que Thierry Meyssan est un agent déguisé des services? C'est ça que tu vas susciter comme question. Ah non, mon grand-père en était un. Mais moi, je n'ai pas de rapport avec ça. Mais mon grand-père m'a expliqué comment ça marchait. Il m'a formé d'une certaine manière quand j'étais enfant. Bon. Donc, il m'explique qu'il avait été obligé d'être très dur, et commence à me raconter comment il torturait les gens, le bruit des muscles qui claquent, c'était apocalyptique ce qu'il me racontait. Et je voyais mon ami était comme moi, on était pétrifiés tous les deux. Donc il a parlé comme ça un temps qui m'a paru éternel, parce que c'était comme dans les... Il y a des films américains où on voit un psychopathe qui parle comme ça. C'était pareil, sauf que là, c'était un homme pour de vrai qui a raconté ça. Bon.
Et à la fin, il a dit, et donc, je voudrais pas en arriver là. Et de la part de Condoleezza Rice, il avait effectivement dans sa biographie tout ce qu'il fallait pour représenter Condoleezza Rice. Donc je vous souhaite de nous rejoindre, et donc je vous propose à tous les deux, parce que mon ami avait fait aussi des choses particulières, donc je vous propose à tous les deux un salaire sur la base de ce que touche un général de chez vous. Et il avait dit à l'époque, je ne sais pas si c'est toujours le cas, c'était 7 000 euros par mois. Mais donc voilà, vous aurez ça à vie. À vie, hein, tant que vous restez avec nous. Et la seule condition, c'est que vous dites publiquement vous êtes trompé sur le 11 septembre. Alors bon, moi je lui ai pas répondu. Je lui ai dit. Si tu n'as pas appliqué la doctrine que tu connais sans doute pas, Bertrand Scholler, qui est on s'en fout d'où vient l'argent, ce qu'il faut c'est le prendre. Ah non, mais ça n'a jamais été ma manière de penser ça. Donc je lui ai dit laissez-moi un peu de temps pour réfléchir. Et il est parti comme ça. Nous, on est restés tous les deux sans bouger, sans pouvoir parler pendant, je sais pas, un quart d'heure après. Et bon, j'ai été voir un de mes amis qui était un responsable des services secrets à l'état-major interarmes. Et parce que je ne savais pas quoi faire. Il m'a dit ah, c'était un tel. Bon, s'il te recontacte, dis qu'il ne doit rien t'arriver, parce que s'il t'arrive quelque chose, tes amis supposeront que c'est de sa faute à lui. Mais je vais quand même te taquiner. Oui. D'où viennent tes relations avec l'état-major des armées? Alors que tu étais pestiféré après le 11 septembre. Oui, mais j'ai d'abord été un homme politique ici. J'ai d'abord été des responsables du Parti radical de gauche, j'étais proche de Bernard Tapie, tout ça. Donc voilà, je jouais un rôle politique et je connaissais tout le personnel politique français de l'époque, ceux qui étaient au pouvoir et ceux qui étaient dans l'opposition. Donc voilà comment. Et mon camarade, je ne sais pas pourquoi je raconte ça, mais mon camarade pour me protéger après, m'a invité aux messes des officiers à Saint-Augustin. Et bon, je ne savais pas ce que ça allait être, hein, donc je me suis retrouvé là. À l'entrée, j'ai dit que je venais le voir, on l'a appelé, il est descendu. Il m'a fait monter dans un salon privé, une très grande pièce. Et là, quand je suis rentré, il y avait une trentaine de personnes en train de boire des alcools, je sais pas, chacun son truc. Et il m'a pris par l'épaule et il a dit, voyez, ça, c'est Thierry Messant, c'est un de nos amis. Il ne doit rien lui arriver. Et dans la discussion qui a suivi, je me suis rendu compte que c'était les chefs de poste des différents services secrets présents à Paris. Donc effectivement, c'était une entrée en matière. Est-ce que ça signifie que le deep state européen subit le deep state américain en faisant le minimum syndical? Est-ce que les services secrets européens vivent la présence américaine en Europe comme une occupation? Je pense que c'est le cas de pratiquement tous les Européens. Alors, il y en a qui ne le vivent pas comme ça, mais dans ce cas, c'est parce qu'ils sont complètement vendus. Mais normalement, c'est comme ça qu'ils doivent le vivre. Donc, je donne cet exemple, et depuis, j'ai rencontré au Moyen-Orient toutes sortes de personnalités qui se sont vues proposer la même chose. Il y en a qui ont été se rendant aux États-Unis, on est venu les chercher, on les a amenés au département d'État, et ils ont rencontré le secrétaire d'État qui leur a fait la même proposition directement. Donc il y a un registre avec tous les gens qui sont rémunérés. Les honorables correspondants. Je ne sais pas si c'est le bon terme. Ce sont des gens
sur lequel les États-Unis misent. Parce que les États-Unis doivent pouvoir compter sur eux. Donc en échange, évidemment, les États-Unis vont soutenir leur carrière politique ou médiatique. Voilà. Peut-être il y a aussi des chefs d'entreprise comme ça, je ne sais pas. Mais donc, d'abord ça fixe le cadre. Donc quand on dit qu'à ma connaissance, il n'y a pas d'autre État étranger qui verse des salaires comme ça à des personnalités en France. Je pense que s'il y en avait, il y aurait déjà des mises en examen. Peut-être des services russes. Non, je ne crois pas. Pourquoi? Eh bien parce que je connais les services russes. Ah, on y vient. Thierry Messon, agent de Poutine. Non, non, pas du tout. Mais bon, j'ai fait beaucoup de choses avec la Russie, j'étais plusieurs fois en Russie, et j'ai rencontré des dirigeants des services secrets russes. Et j'ai même participé à un séminaire qui était fait par l'association qui fait la transition entre les services secrets en Russie et les médias. Et donc voilà, il m'avait invité en tant que journaliste, mais il y avait plusieurs des dirigeants des services secrets qui participaient au débat. Ça a duré une semaine. Donc voilà, je connais ces gens-là aussi. Et non, je ne pense pas du tout qu'ils abordent la question de la même manière. Ils ne pensent pas à occuper les États européens. Ça ne leur vient pas à l'esprit. Mais ils peuvent soudoyer des influenceurs. Ah oui, ça, ils peuvent le faire. Y compris avec de l'argent. Oui, oui, oui. Et d'ailleurs, quand les Russes choisissent quelqu'un pour relayer leurs idées, d'habitude, ils le payent. Même si celui-là ne veut pas, ils lui donnent toujours quelque chose. Même si c'est symbolique. Et donc, ce que je veux dire, c'est que, à mon sens, ils n'ont pas des gens qu'ils payent tous les mois, comme ça. Ils les payent à l'occasion, c'est pas pareil. Donc, les États-Unis versent aussi de l'argent aux partis politiques. Et alors, mon expérience des partis politiques, c'est que, en tout cas, dans les années 2000, 1990 et 2000, quand j'étais en France, que je faisais de la politique, je pense que tous les grands partis politiques avaient dans leur conseil d'administration, dans leurs instances dirigeantes, un représentant de l'ambassade des États-Unis et un représentant de l'ambassade d'Israël. Au moins un. Au moins. Je pense qu'il n'y avait pas d'exception. Je ne sais pas comment c'est aujourd'hui, mais... Et le Rassemblement, le Front National à l'époque? À mon avis, il était exactement dans le même sens. Parce que je pense que le Front National... j'ai dirigé le Comité national contre l'extrême droite, qui réunissait chaque semaine 40 dirigeants des principales associations, partis politiques, syndicats et loges maçonniques de gauche. C'est moi j'étais un des deux organisateurs de ce truc-là pour le compte du Parti radical de gauche. Qui était le deuxième? C'est un préfet. Toujours en activité. Je crois, je sais pas, je crois, oui. Donc, c'est un type vraiment très très bien. Et donc, j'ai mené toutes sortes d'enquêtes sur le Front National, et pour moi, le Front National historique, celui de Jean-Marie Le Pen, c'est une création des États-Unis. Jean-Marie Le Pen... Il faut que tu développes, parce qu'après je me fais engueuler par des gens qui... Ils ne citent pas de sources, c'est quoi ces accusations, etc. J'ai écrit des articles là-dessus, avec en référence, il y a toutes les sources, et j'ai rencontré des personnes qui avaient participé à l'opération Résurrection, vous savez, la prise de pouvoir par Charles de Gaulle en 1958, et en fait,
Ça avait été organisé par l'OTAN, la prise de pouvoir par De Gaulle. Vous savez, l'Assemblée nationale a voté encerclé par les parachutistes, donc il n'y avait pas vraiment de choix. Est-ce qu'il y a des sources là-dessus? Oui, oui. Tu l'as déjà dit dans une précédente interview, je me suis déjà fait engueuler par les lecteurs sur « mais c'est n'importe quoi, il n'y a aucune source ». Mais bien sûr qu'il y a des sources. Quelles sont les sources? Tous les journaux de l'époque le racontent. Et à l'époque, il y a même eu une conférence de presse qui a été donnée par Jean Baillet, le président du Parti radical de gauche à l'époque, pour dénoncer cet état de fait. Et il l'a fait avec Mendes France. Tous les deux, ils ont fait une conférence de presse sur ce sujet. Donc, si on va dans la presse de mai 58, oui, on trouvera ça. On trouve des accusations, des reproches sur l'intervention de parachutistes américains. Non, c'est les parachutistes français, mais dirigés par un officier de l'OTAN. Comment on sait qu'ils étaient dirigés par un officier de l'OTAN? C'est dans les journaux de l'époque. Et qui ont encerclé l'Assemblée nationale, donc c'est en fait sous la menace des parachutistes que les députés ont voté les pleins pouvoirs à De Gaulle et sa désignation comme président du Conseil. Oui, c'est ce que certains ont appelé le coup d'État, puisque Pierre Pflimlin, qui était le président du Conseil de l'époque, a dû céder la place sous la pression des parachutistes français qui menaçaient d'un coup d'État pour sauver l'Algérie. Simplement, non. L'Algérie française. Non. Alors, vas-y. Non, les États-Unis voulaient que l'Algérie reste française et surtout pas qu'elle devienne FLN, qui aurait été alors, elle serait devenue pro-russe. On était en pleine guerre froide. Oui. Simplement, l'histoire habituelle dit De Gaulle a été porté au pouvoir par les parachutistes français qui ont dit c'est ou De Gaulle ou l'Algérie ou on fait un coup d'État en France. Non. Ce que tu nous dis, c'est que tout ça a été piloté par l'OTAN. Oui, et il y a un journaliste avec qui j'ai de très mauvaises relations qui a écrit un livre Opération Résurrection où on raconte tout ça. Et jusqu'à preuve du contraire, ça fait autorité. C'est qui ce journaliste? Je sais pas, j'ai oublié son nom. Il ne peut pas nous le dire. Non. Donc, c'est très important cette affaire-là parce que De Gaulle s'est retourné contre l'OTAN lorsque l'OTAN a organisé un coup d'État en 61 contre lui, alors qu'il l'avait mis au pouvoir, parce qu'il s'était rendu compte qu'il ne fallait pas garder l'Algérie française, mais qu'il fallait donner l'indépendance à l'Algérie. Voilà. Dans le traité de l'OTAN, vous pouvez vérifier le traité de l'OTAN, le traité de l'Atlantique Nord, il y a un paragraphe spécial en disant que le traité s'applique uniquement dans les pays de la zone Atlantique Nord et dans les territoires français d'Algérie. Le traité de l'OTAN ne s'applique pas à Papette, mais il s'applique toujours à l'Algérie. Donc, bon, laissons ça de côté. Sauf que je suis convaincu que plein de commentateurs vont m'expliquer que... Oui. Donc on aura l'occasion d'y revenir. Ce que tu nous dis, c'est que les États-Unis ont financé des partis politiques, y compris l'opération De Gaulle en 58. Et Jean-Marie Le Pen a participé au coup d'État de Gaulle en 58. C'est-à-dire? Mais il a fait une grande manifestation à Paris de soutien à De Gaulle pour qu'il prenne le pouvoir. Vous trouverez ça dans l'Humanité qui raconte ce truc. Moi, ça m'a stupéfait de le lire chez eux. Voilà. Donc, je me souviens encore de cet article. Donc, sachant que le Front National n'existait pas encore. N'existait pas à l'époque. Le Pen faisait partie de l'entité Tixier-Vignoncourt, tout cet univers. Voilà. Et après, vous savez, Jean-Marie Le Pen a pris la direction du Front National quand le président du Front National, qui était un agent des services secrets français, est mort. C'était qui? Je sais plus la question cruelle. Il avait été assassiné, ça me reviendra peut-être tout à l'heure. C'était un agent qui passait son temps moitié en Afrique, moitié en France. Et donc, ce sont
les services secrets qui ont choisi Jean-Marie Le Pen comme président du Front National, parce que c'était un agent des États-Unis. Mais est-ce qu'il y a des sources prouvant, parce que je sens l'attaque en diffamation, est-ce qu'il y a des sources prouvant factuellement que Jean-Marie Le Pen était un agent des États-Unis? Non, il n'y a pas de source qui établisse ça. Moi, je l'ai écrit quand j'ai regardé toute cette documentation. Par la suite, j'ai rencontré Jean-Marie Le Pen. Il m'a d'ailleurs fait un procès pour autre chose, mais j'ai gagné ce procès. Alors, explique-nous, parce que les gens vont vouloir savoir. Oui. Il t'a fait un procès, pourquoi, Jean-Marie Le Pen? Parce que j'avais réalisé un dossier sur le service d'ordre du Front National que j'avais diffusé à C'était le DPS à l'époque? le DPS, que j'avais diffusé auprès de tous les parlementaires à l'Assemblée nationale. Ça a suscité une commission d'enquête de l'Assemblée nationale. Et dans l'introduction, j'avais fait un éditorial dans lequel je racontais que ce service d'ordre avait établi un fichier des adresses d'un certain nombre de dirigeants de gauche et que il ne pouvait, j'avais écrit, il ne pouvait avoir fait ça que avec l'idée d'une nouvelle nuit des longs couteaux. Voilà. Donc ça, il a dit, c'est de la diffamation. Alors, strictement parlant, je pense qu'il aurait dû gagner le procès, mais voilà. Pourquoi? Parce que je faisais une comparaison avec un crime nazi, mais c'était une supposition. Je disais, ça va être, c'est probablement pour ça, mais il n'y avait pas le mot probablement. Donc il m'a fait un procès. Qu'il aurait dû gagner. Qu'il aurait dû gagner, mais son avocat a commis une erreur pendant qu'il plaidait. Moi, je n'avais pas d'avocat lorsqu'on est passé au tribunal. Et donc j'ai plaidé moi-même, ce qui est très rare dans un tribunal. Mais c'est lui qui faisait, c'était au pénal, donc j'avais le droit de plaider moi-même. Et là, je me suis saisi de l'erreur qu'avait fait son avocat, j'ai renversé tout. Et quelle était cette erreur? Mais il avait confondu la nuit des longs couteaux et le comment ça s'appelle La nuit des généraux. Non. La nuit de cristal. Voilà, la nuit de cristal. Voilà. Comme vous le voyez, je prends Thierry Desbottés sur tous ces sujets. Il ne s'attendait pas du tout à ce qu'on parle de ça. Et donc tu as gagné. Oui, j'ai gagné. Bon, mais il ne t'en a pas voulu, puisqu'au fond, il t'a reçu après. Ben oui, et puis moi, c'est un homme très courtois, en fait, que j'ai rencontré. Et je pense que c'est un homme qui a beaucoup de valeur, contrairement à ce qu'on dit, mais c'est vrai que c'est... je ne souhaiterais pas prendre le thé avec lui, mais je pense que c'est quelqu'un qui a vraiment de la valeur, et je pense que c'est un vrai patriote. Je pense ça, voilà. Mais quels étaient ses liens avec la CIA, alors? Parce que lui, il était pour l'Algérie française. Et donc, il est allé manger à ce râtelier. Comme beaucoup d'hommes politiques qui cherchent un moyen de financer leur action. Voilà. Alors moi, ce que je regrette, c'est qu'il ait été chercher cet argent à l'étranger. Je pense que ça l'a limité par la suite et ça l'a maintenu dans un rôle qu'il n'aurait pas choisi lui-même. Mais je pense qu'aujourd'hui, beaucoup d'hommes politiques sont dans cette situation. Aujourd'hui, pour présenter une liste aux élections européennes, il faut beaucoup d'argent. Le seul moyen d'avoir de l'argent, c'est d'en recevoir de l'étranger, en fait. Donc par exemple, là, vous avez des gens qui sont allés, dans les dernières semaines, chercher de l'argent au Sénégal juste avant que Macky Sall ne démissionne. Voilà, ils sont partis avec des grosses valises et maintenant ils peuvent présenter des listes européennes. Bon. Quand tout ça sera passé, tu nous diras qui. Oui, et surtout, faut savoir que pour recevoir de l'argent de Macky Sall, il fallait quand même l'accord de l'Élysée. Donc
ce sont des opposants sous contrôle. Mais Éric Branca, dans son livre Oui. L'ami américain, dit aussi que les États-Unis ont financé le FLN pour affaiblir le pouvoir de De Gaulle. Comment tu concilies ça avec ce que tu nous dis sur... Parce qu'ils n'ont pas, il y avait le FLN en France et il y avait le FLN en Algérie, c'est pas pareil. Donc, qu'ils aient soutenu le FLN en France, ça, très probable. Mais qu'ils aient soutenu le FLN en Algérie, sûrement pas. Bon, on y reviendra. Donc, en Géorgie, que s'est-il Oui. passé? Alors, en Géorgie, on a présenté une loi pour interdire le financement politique par des organismes étrangers. Et ceci a été présenté en Europe occidentale comme la loi de Poutine, parce que en Russie, ils ont voté le même texte, le même genre de loi, il y a déjà 4 ou 5 ans. Je sais plus. Donc, en fait, ils ont voté ça parce qu'il y avait des révolutions colorées et que Vladimir Poutine voulait se protéger face à ces révolutions colorées, donc il voulait interdire qu'on vienne développer des associations d'opposition chez lui. Avec de l'argent étranger. Sachant que quand c'est de l'argent étranger, ces associations d'opposition elles vont être opposantes au pouvoir, mais elles ne vont pas servir leur pays pour autant. C'est deux choses différentes, ça. Et les États-Unis vont pouvoir les instrumenter. Alors, il y a eu des manifestations devant le Parlement pendant plusieurs jours. À la fin, il y a eu une manifestation assez importante où il y a eu environ 10 000 personnes. Vous trouverez 20 000 comme chiffre dans les journaux occidentaux, mais c'est des blagues. Bon, enfin, il y avait une manifestation importante, c'est sûr. Et là, le gouvernement géorgien a dit, mais ça n'a aucun rapport avec la Russie, ce qu'on fait là. D'ailleurs, la Russie, on n'a pas de très bonnes relations avec elle. Non, ce qu'on fait, c'est la même chose que ce que font les États-Unis chez eux. Et ils ont distribué une loi qui s'applique aujourd'hui aux États-Unis, qui a été votée... En 1938. Oui, je pense au moment où il y avait le parti nazi qui se développait aux États-Unis et qui interdit un financement de l'étranger aux associations politiques. C'est interdit aux États-Unis. Donc pourquoi ça ne serait pas interdit chez nous? Et pourquoi ça ne serait pas interdit en Géorgie? Voilà. Mais personne n'a voulu écouter ça. Alors c'est d'autant plus curieux que cette loi, elle a été utilisée un très grand nombre de fois aux États-Unis récemment. Cette loi, elle a été utilisée notamment contre le conseiller de sécurité de Donald Trump qu'on a contraint à la démission au bout de 3 semaines parce qu'il avait fait un truc très très grave en fait. Qui était? Il avait rédigé un décret que Donald Trump avait signé qui excluait le directeur de la CIA et le chef d'état-major interarmes, tous les deux, de leur siège permanent au Conseil national de sécurité. Donc, ce conseiller de sécurité voulait mettre fin à l'impérialisme des États-Unis. Donc, il a été viré. C'était les 3 premières semaines de Donald Trump, ça. Il faut bien se rendre compte, c'est la seule raison pour laquelle tout le monde est contre Donald Trump. Parce que cet homme a voulu arrêter l'impérialisme US. Alors je ne sais pas s'il le veut toujours, mais il a essayé de faire ça. Bon. Et la Géorgie a une histoire récente aussi d'influence à l'étranger. Vous savez que au moment de la dissolution de l'Union soviétique, il y a eu une révolution de couleur organisée en Géorgie et ça a porté M. Saakashvili au pouvoir. Mais quand il a pris ses fonctions, il ne les a pas tenues de l'ancien gouvernement, puisqu'on
ont renversé la table. C'est le secrétaire d'État des États-Unis, le général Colin Powell, qui est venu en Géorgie pour installer Saakashvili, lui-même. Voilà. Donc ça c'est clair, c'était un agent des États-Unis, on ne peut pas dire le contraire. Hein. Bon. Et quand il a été président, bon, il a introduit un peu de libéralisme au plan économique, mais au plan politique, il a emprisonné presque tous les dirigeants de son opposition qu'il accusait d'être des anciens pro-soviétiques. Il n'y avait plus d'Union soviétique, mais ils avaient été pro-soviétiques. Ou ils réfléchissaient comme les pro-soviétiques. Et donc ça a été une telle gestion de son pays que ça a provoqué une révolution contre lui, mais pas de couleur cette fois-ci. Il était obligé de partir. Il a quitté la Géorgie et un peu furieux, il a déchiré sa nationalité géorgienne et il a pris la nationalité ukrainienne. Il a immédiatement... C'était en quelle année? J'aime bien piéger Thierry. Je pense qu'il a pris la nationalité ukrainienne en 2014. À mon avis, un peu avant, puisque tu as écrit cette semaine, dans la lettre que tu rédiges, je vous conseille de vous y abonner, que c'est Poroshenko qui l'a déchu de sa nationalité ukrainienne. Oui, Poroshenko était là en 2014. Donc, il a dû prendre la nationalité un tout petit peu avant. Je ne sais pas. Et ça n'est pas parce que Poroshenko l'a mis à la porte que Poroshenko ne l'aurait pas soutenu au départ. Parce que Poroshenko, il a eu... Deux phases. Il a eu deux phases. Il y a un moment où il signe les accords de McKinsey. Minsk. Il y a un moment où il signe les accords de Minsk, où il est pour la paix au Donbass. Et Condoleezza Rice, l'adjointe du secrétaire d'État des États-Unis, retourne, celle qui a organisé le coup d'État de Maïdan, retourne en Ukraine. Et là, elle commence la même chose contre Poroshenko. Et là, lui, il a dit, oh là 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 là, tout de suite, il a arrêté. Et il a fait le contraire de tout ce qu'il avait fait jusque-là. Je rappelle, pour les lecteurs abonnés du Courrier des Stratèges, que nous avons consacré des articles au rôle de McKinsey dans la campagne de Poroshenko et au tourment judiciaire de McKinsey à l'époque à cause du rôle de McKinsey dans l'élection de Poroshenko. Mais revenons donc à Saakashvili. Il est déchu de sa nationalité ukrainienne. Donc il est géorgien, il devient ukrainien et l'Ukraine finalement le déchoit de sa nationalité. Non, alors il n'est pas déchu tout de suite. D'abord, il est nommé gouverneur de l'oblast d'Odessa. Gouverneur d'Odessa, c'est un truc incroyable quand même. Je rappelle, Odessa, c'est une ville française. Hein. C'est le duc de Richelieu, futur premier ministre de Charles X, je crois, qui... Le duc de Richelieu, ça doit être... oui, tu veux dire le duc de Richelieu de la Restauration. De la Restauration, celui de la Restauration, voilà. Qui a construit la ville d'Odessa. Donc, il est gouverneur d'Odessa, il fait la même chose à Odessa que ce qu'il a fait en Géorgie, et il provoque la même opposition contre lui. Et à un moment, Poroshenko le vire et le déchoit de sa nationalité. Il se retrouve donc sans nationalité du tout. Mais il faut savoir que pendant l'année où il était gouverneur d'Odessa, il est venu avec la ministre de l'Intérieur qu'il avait en Géorgie, celle qui avait mis tout le monde en prison. Cette ministre de l'Intérieur devient elle-même ministre de l'Intérieur en Ukraine, après l'avoir été en Géorgie. Et, petit détail, quand elle était en Géorgie, elle s'est mariée avec un Français, Raphaël Glucksmann, et elle l'a ramené avec elle en Ukraine, où ensemble, ils ont servi le programme des nationalistes intégraux ukrainiens, c'est-à-dire tout contre les Russes.
Et si vous êtes russophone, on est contre vous. Comment tu expliques cette proximité avec Raphaël Glucksmann, dont en réalité à l'époque le principal fait d'armes est d'être le fils d'André Glucksmann, qui est le nouveau philosophe très... Alors, André Glucksmann, il est connu comme un nouveau philosophe en France, mais il avait été employé par l'agence de presse de Freedom House, qui est en fait, c'était devenu une excroissance de la CIA. C'était dans le cadre de... Il y avait le Congrès pour la culture, pour la liberté de la culture, pour la liberté de la culture, qui était une opération de la CIA avec tout un tas d'intellectuels dont certains savaient et d'autres pas que tout ça a été payé par la CIA. On offrait à tout le monde des journaux. Ça ressemble beaucoup au Forum de la paix que Jean-Luc Schaffhauser avait lancé. Donc tous ces journaux étaient payés par la CIA, mais les gens qui écrivaient dedans ne savaient pas qui tirait les ficelles. Enfin, certains le savaient quand même. Est-ce que tu es en train de nous dire, parce que je rappelle pour ceux qui sont, excuse-moi je te coupe, je vais encore me faire rire, mais il y a eu à une époque ce qu'on a appelé les nouveaux philosophes. Il y avait André Glucksmann, Bernard-Henri Lévy, Alain Finkielkraut, qui sont tous aujourd'hui... Enfin, il y avait un quatrième qui est mort depuis. C'était qui? Je ne sais plus, c'était un normalien, mais je ne sais plus. Ah, donc c'est l'entité des normaliens, on va dire ça comme ça, proche des intérêts israéliens. Est-ce que tu penses que les nouveaux philosophes ont poussé comme des champignons grâce à l'influence néoconservatrice? Ils ont été soutenus par les États-Unis, ça c'est sûr, et par Israël, au moment où ils ont eu leur heure de gloire collective. Oui. Leur groupe a été soutenu, c'est sûr. Comment tu expliques, on fait des digressions mais qui ne sont pas inutiles, comment tu expliques que des journaux comme Causeur, financés aujourd'hui par Charles Gave, qui a fait fortune aux États-Unis, dans des conditions qu'il n'explique jamais, comment tu expliques que ces gens-là, finalement, Finkielkraut par exemple en est une incarnation, comment tu expliques qu'ils continuent à exister sur la scène alors que, objectivement, leurs propos sont parfois très contestables? Suffit de voir. Bon, alors donc, Raphaël Glucksmann, dont le fait d'armes principal était d'être le fils d'eux, c'est un philosophe anticommuniste qui avait été soutenu par la CIA et qui probablement avait conscience d'avoir été soutenu par la CIA. Et donc, son fils, aujourd'hui, épouse une Géorgienne qui fait la transfuge en Ukraine. Alors, elle était toujours ministre de l'Intérieur en Ukraine quand il l'a épousée, je crois. Et alors, pourquoi elle est allée là-bas, pourquoi il l'a épousée, j'en sais rien. Moi, je ne connais pas la vie privée des gens comme ça. Mais il ne s'en est jamais expliqué. Non. À ma connaissance, Raphaël Glucksmann... Il n'a pas à s'en expliquer, c'est peut-être une histoire d'amour, je n'en sais rien, c'est peut-être une affaire politique, je ne sais pas. Mais donc, il l'a suivi... Parfois, des hommes savent faire deux choses en même temps, ils peuvent faire de l'amour et de la politique. Parfois. Et donc, il l'a suivi en Ukraine, et là, c'est pareil, je pense qu'ils ont fait le même travail en Ukraine que ce qui est... Enfin, elle a fait le même travail en Ukraine que ce qu'elle avait fait en Géorgie. C'est-à-dire s'en prendre à tous les gens qui étaient de culture russe. De culture russe, ça n'a pas de rapport avec la politique. C'est s'en prendre à la culture russe. De même qu'aujourd'hui, Raphaël Glucksmann nous explique que tout ce qui ne va pas dans le monde, c'est la faute de la Russie et de la Chine. Voilà. Mais bon, c'est pas démontré, c'est jamais palpable, mais c'est... Il y a un grand mouvement de Glucksmann contre, on va dire, les mesures anti-ouïghours. Oui, mais ça c'est... Où il est attesté qu'il y a des Ouïghours déportés dans le camp de travail en Chine. Oui, mais il dit qu'il y a 1 million de Ouïghours qui ont été déportés, ce qui est tout à fait impossible puisqu'il n'y a pas de structure pour recevoir 1 million de prisonniers, ça n'existe pas. Vous pouvez demander à tous les gens qui suivent les affaires pénitentiaires en Chine, ça n'existe pas.
Et le gouvernement chinois revendique d'avoir emprisonné certains Ouïghours dans le cadre de son opération antiterroriste. Vous savez qu'il y a eu des actions spectaculaires de terroristes islamistes ouïghours en Chine. Hein, ils rentraient dans les gares avec des marteaux, ils tapaient sur la tête des gens jusqu'à ce que tout le monde soit mort. C'était donc... On dit, je te porte la contradiction, on dit que le gouvernement chinois pratique le trafic d'organes sur les prisonniers politiques ouïghours. Non, c'est complètement délirant. Ce qui est vrai par contre, c'est que le gouvernement chinois, lorsqu'il y a des gens qui sont condamnés à la peine de mort, peut éventuellement utiliser les organes des gens qu'il a exécutés. Mais jamais le gouvernement chinois n'a fait de trafic d'organes avec des êtres vivants et jamais il n'a tué des gens pour leurs organes. Ça, c'est vraiment des... Il n'y a rien qui puisse permettre d'établir ça. Et si vous connaissez la culture chinoise, je pense que dire ça, c'est vraiment très choquant. Voilà. Pourquoi ? Parce que les Chinois sont respectueux des vies humaines, même si, quand c'est leurs ennemis, ils n'hésitent pas à tuer, mais non, ils sont respectueux des vies humaines, ils ne vont pas faire ça. Mais il y a quand même eu beaucoup de prisonniers politiques dans les dernières décennies, je non, crois. Alors, plusieurs choses. Hein. Alors, est-ce que ce genre de fantasme, c'est... Il n'y a pas que du fantasme. Non, il n'y a que du fantasme là. Parce que ça y est, notre Thierry, il est bien chaud là. Aujourd'hui, au moment où nous parlons, il y a beaucoup plus de prisonniers politiques aux États-Unis qu'il n'y en a en Russie et en Chine. Beaucoup plus. Et si on doit parler de l'époque du goulag en Russie et en Chine, c'était après les révolutions. Dans toutes les périodes post-révolutionnaires, ici en France, pendant la Révolution française jusqu'au Directoire, il y a eu des massacres terribles. Bon, moi, je ne pense pas que c'est de rapport avec le fait révolutionnaire français. Mais quand il y a une révolution, vous ne pouvez pas maîtriser le développement de la haine. Donc il y a eu la guerre de Vendée ou les massacres à Nantes ou à Lyon, ce sont des choses qui ont été horribles en France. Et en Russie et en Chine, il y a eu la même chose. Et vous devez savoir que en Russie, ça s'est terminé pendant la guerre mondiale, quand Staline a demandé à l'Église orthodoxe de venir soutenir la lutte contre les nazis. Donc à ce moment-là, il a arrêté le principe du goulag. Alors, il a maintenu certains opposants politiques, mais certainement pas des populations entières au goulag. Et en Chine, alors je ne sais pas, ça s'est arrêté un peu après Mao Zedong. Ça a repris avec Deng Xiaoping et ça s'est arrêté à nouveau après. Mais aujourd'hui, ça n'existe plus, ça. Donc, venir nous jeter à la figure qu'il y a 1 million de gens dans des camps de concentration en Chine, c'est absurde. C'est absurde. Et alors, moi, je n'ai pas... Mais il y a quand même des camps de prisonniers ouïghours. Non, il y a des camps de prisonniers dans des affaires terroristes. Et pour le terrorisme islamiste, ce sont presque que des Ouïghours. Voilà. Mais si vous avez... Moi, je n'ai pas été au Xinjiang, mais j'ai des amis qui ont été là-bas, qui ont été voir comment ça se passait. C'est une région où on peut pratiquer librement l'islam, et où il y a même des avantages qui sont reconnus par la législation locale pour favoriser l'islam. Donc, venir raconter que on n'a pas le droit d'avoir un Coran et que on met les musulmans en prison, c'est complètement grotesque.
Donc, ce monsieur Glucksmann a repris le discours de son père contre les soviétiques, contre les communistes chinois, et il a repris les arguments de la guerre froide. C'est tout. Mais, vous savez, moi j'ai connu juste l'Union soviétique au moment où ça s'est effondré. Mais il n'y avait plus de grands camps de concentration en Union soviétique. Alors la police était toujours très violente. Mais ici, on continue à raconter qu'il y avait des camps de concentration. C'était idiot déjà. Des goulags. Des goulags, c'était idiot. Est-ce qu'il y a des goulags aujourd'hui en Russie? Non, il n'y en a pas. Est-ce que le Navalny a été interné dans un goulag? Pas du tout. Alors, il y a un système pénitentiaire où, comme dans les tsars faisaient la même chose, on met les pénitenciers dans des zones où on ne peut pas s'enfuir. C'est-à-dire, vous les mettez au fin fond de la Sibérie, si vous voulez fuir, qu'est-ce que vous allez faire? Vous allez sortir du pénitencier et vous allez aller où? Là, la première ville va être à 100 km à pied par le froid, vous allez y aller? Non, c'est pas possible. Voilà, donc le meilleur moyen de garder des prisonniers dans un pénitencier, c'est les mettre dans des zones hostiles à l'homme. Voilà. Donc ça existe, oui. Alors, pour en revenir à notre affaire géorgienne, donc est-ce que tu peux nous faire la synthèse des débats qui ont eu lieu sur cette loi interdisant le financement des partis politiques géorgiens par des fonds étrangers? Mais précisément, il n'y a pas eu de loi, il n'y a pas eu de débat là-bas, puisque tout le monde a dit non, il ne faut pas cette loi. Et c'est la même chose qui se passe ici. Ici, on fait une commission d'enquête sur l'influence russe. Mais pourquoi l'influence russe? Je viens de dire, il y a deux pays qui ont une influence évidente dans la vie politique française. C'est les États-Unis et accessoirement Israël. Donc, si on fait une commission d'enquête, c'est d'abord sur ces deux influences. Et après, d'accord, les Russes, les Chinois, parlons de tout. Mais là, c'est pas que cette commission était borgne, c'est qu'elle était, vous voyez, juste par le petit trou de la serrure. Mais la loi a été adoptée finalement en Géorgie ou pas? Oui, elle a été adoptée. Donc, la Géorgie a interdit le financement de ses partis politiques par des fonds étrangers. Oui. Pourquoi on ne fait pas la même chose en France? Moi, j'avais tendance à croire que ce n'était pas permis de faire ça. Mais apparemment, il n'y a pas de loi suffisamment explicite. C'est comme ça qu'on a interrogé Marine Le Pen sur son prétendu financement russe, mais personne n'interroge les partis sur leur financement américain. Vous avez le cas du Parti socialiste qui a la fondation Jean Jaurès. Donc, c'est pas uniquement une fondation qui publie des rapports contre les fake news, les conspirationnistes et tout ça. Bon. Ils ont une activité aussi à l'international. Ils vont former d'autres partis politiques dans tout un tas de pays. Et ils dispensent des formations juridiques, toutes sortes de choses ils font. C'est une très grosse association. 3 millions de budget. Alors d'où vient cet argent? Donc il y a des financements français, mais de manière très publique, il y a des financements des États-Unis. Par quel biais? Est-ce qu'on le sait? Vous savez, déjà la National Endowment for Democracy a le droit de... parce que la CIA, quand elle donne de l'argent, elle est forcée de monter des combines. Mais la NED, cet organisme, est une caisse publique de la CIA, donc elle a le droit de venir faire des
des subventions à différentes associations, partis politiques, etc. Et en plus, cet organisme peut faire ses subventions directement, ou elle peut utiliser quatre sous-organismes. Un qui est dirigé par le Parti démocrate, l'autre qui est dirigé par le Parti républicain, le troisième est dirigé par la FL-CIO, par les grands syndicats états-uniens, et le quatrième par la Chambre de commerce, c'est le patronat des États-Unis. Donc, selon la personne à qui la NED veut donner de l'argent, elle peut actionner une de ces boîtes. Donc, c'est d'abord là-dessus qu'on devrait parler. Et, très curieusement, personne ne se cache de ces financements. Donc, après, quand la CIA ou la NED, ce qui est quasiment la même chose en fait, vient directement ou indirectement donner de l'argent, c'est avec une idée derrière la tête. Ça n'est pas parce que les États-Unis sont tout d'un coup pour la démocratie. Ça, moi, je n'y crois pas. Bon, on reviendra dans 15 jours. Je redis quand même que donc ce que tu as dit va me valoir encore des commentaires de trolls. Je le redis, je supprime les commentaires farfelus, sans aucun état d'âme. Thierry publie une lettre chaque semaine. Oui. Il faut la lire. 150 € l'abonnement, c'est pas assez cher. Et puis on va discuter ensemble de ce qu'on fait. Mais on se retrouve dans 15 jours, Thierry, si tu veux. Alors abonnez-vous vite avant que le prix augmente. Ah ben voilà, moi je fais ça aussi. Je rappelle que le courrier stratège augmente ses tarifs le 5 mai. Et donc c'est le moment de s'abonner à moitié prix puisque nous allons doubler nos tarifs. À bientôt Thierry. À très bientôt.